Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre assez particulier. Oui, vraiment. C'est Ouvrir une voie d'Emmanuel Faber, l'ancien dirigeant de Danone. Et c'est un objet littéraire un peu unique en fait. Mmh. Ce n'est pas tout à fait un mémoire, pas vraiment un manifeste de business non plus. C'est plus un carnet de bord intime, presque une confession. C'est un livre qui explore une connexion qu'on voit rarement, surtout à ce niveau de pouvoir. C'est le lien entre l'alpinisme et la direction d'une entreprise du CAC 40. C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette métaphore. Comment est-ce que l'éthique de la paroi, la discipline de l'escalade, a pu façonner non seulement son style de leadership, mais aussi toute sa philosophie de vie. On va voir que pour lui, le grain du rocher sous les doigts, c'est pas si éloigné des décisions cruciales qu'il a dû prendre dans une salle de conseil. Et c'est une promesse fascinante. Pour nous plonger dans son univers, il commence fort. Il nous met directement au cœur de la tempête. Ah oui, Il utilise un terme très spécifique, qui vient de l'escalade, pour décrire la période la plus dure de sa carrière, quand Danone était la cible d'un fonds activiste. Il appelle ce moment le crux. le crux, oui. En escalade, c'est le passage le plus difficile de la voie. C'est le mouvement ou la série de mouvements qui va déterminer si on réussit ou si on échoue. D'accord, ce n'est pas forcément le plus dangereux. Non, pas forcément, mais c'est le plus exigeant, celui qu'on ne peut pas contourner. Et pour lui, le crux, c'était ça, cette pression extrême, ces attaques, parfois très personnelles et violentes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il n'utilise pas la montagne comme une échappatoire. Pas du tout. Et il l'utilise comme un véritable outil de management en temps de crise. Il y a cette anecdote qui est absolument saisissante, celle de l'ascenseur. Ah oui, elle est incroyable. Juste avant une réunion décisive avec les administrateurs, la pression est à son comble. Il entre dans l'ascenseur et là, au lieu de relire ses fiches, il ferme les yeux. Exactement. Et il se transporte mentalement sur une falaise. Il raconte qu'il revit les sensations physiques, Hmm. le contact du rocher, l'équilibre précaire sur ses chaussons, le gainage de sa sangle abdominale, Hmm. la respiration. Et le contrôle de sa respiration. C'est une visualisation ultra précise. Et quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, quelques étages plus bas, il est parfaitement calme, centré. La tempête extérieure n'a plus de prise sur lui. Et attention, on pourrait croire que c'est juste un truc de zen attitude, mais ça va bien au-delà de ça. Oui, parce que cette capacité de concentration, elle ne sort pas de nulle part. C'est le fruit d'une discipline de fer, en fait. Tout à fait. Il se décrit lui-même comme un athlète. Et ce n'est pas juste une image, sa routine est quasi monacale. Gainage tous les matins, traction sur les moulures des portes de ses chambres d'hôtel. C'est fou ça. Il dit même avoir des abonnements dans des salles d'escalade partout dans le monde, de New York à Tokyo, pour pouvoir s'entraîner entre deux avions. C'est dingue. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va à l'encontre du cliché du dirigeant qui sacrifie sa santé sur l'autel de la performance. Lui, il fait l'inverse. Sa performance de dirigeant dépend de sa condition d'athlète. C'est une nécessité, dit-il. Oui, pour supporter la pression, les décalages horaires, le poids des décisions qui impactent des dizaines de milliers de personnes, la montagne, ce n'est pas son hobby, c'est son infrastructure de survie. Et cette discipline, elle s'étend au-delà du physique. Il l'applique à la chose la plus convoitée pour un PDG, son agenda. Ah, l'agenda. Il raconte comment il a dû se battre pour sanctuariser son temps. Il a gravé dans le marbre 2 jours par mois et 2 demi-journées par semaine. Absolument intouchable. C'est sa soupape. C'est un véritable acte de résistance contre la culture du surmenage. Ça lui permet de partir en montagne, bien sûr, mais aussi de rester connecté à d'autres réalités, de rencontrer des associations, des chercheurs. Il refuse de subir son agenda en fait. Exactement. Il refuse ce qu'il appelle l'écologie du patron, qui consiste à finir ses journées systématiquement avec 2 heures de retard. Pour lui, c'est un signe qu'on ne maîtrise plus rien. Cette gestion du temps, c'est la première paroi qu'il a dû conquérir. C'est un outil pour affronter les crux, finalement, qu'ils soient sur le rocher ou dans la vie. C'est ça. Cette maîtrise de soi est impressionnante. Mais pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter, bien plus loin, à un souvenir d'enfance qui a l'air d'avoir tout déclenché. Oui, il faut remonter à ses 8 ans, au refuge des Bahanzes, dans les écrins. Un orage d'une violence inouïe éclate en pleine nuit. Hmm. Le refuge tremble, les éclairs déchirent le ciel. Mais l'enfant qu'il est, lui n'a pas peur. Il est fasciné. Et il utilise un mot très fort pour décrire cette sensation. L'effroi. L'effroi. C'est pas la peur. Mm. Si son crainte mêlée d'une admiration totale face à une force qui nous dépasse infiniment. Et ce concept, il le relie tout de suite à une phrase qui va devenir un des piliers de sa pensée. Une citation de Kant. Deux choses remplissent l'esprit d'admiration et de crainte incessante. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi.
Pour lui, tout est là. D'un côté, l'immensité de la nature, mais qui nous rappelle notre petitesse, et de l'autre, l'exigence tout aussi vertigineuse de la conscience, de la morale. Ces deux pôles vont former sa boussole pour le reste de sa vie. et l'expérience est complétée au petit matin par une image qui s'imprime dans sa mémoire. Ah oui, Après l'orage, 2 alpinistes, un homme et une femme, poussent la porte du refuge. Ils sont trempés, hagards, comme revenus d'un autre monde. pour le petit garçon, ce sont des astronautes. Ils viennent de là-haut, et c'est là que naît la vocation. Le désir d'aller voir. Le désir irrépressible d'aller voir ce qu'il y a dans ce pays où, dit-il, les hommes ne sont que tolérés. Mais cette ouverture à un autre monde, elle ne va pas se limiter à la montagne. Non, elle va s'élargir de manière radicale quelques années plus tard, à 14 ans, quand il passe une année entière en Algérie. Là, le choc est d'une autre nature, ce n'est plus seulement la nature qui le dépasse, c'est l'histoire, la complexité des sociétés. Oui, il découvre les ruines romaines de Timgad qui surgissent du désert. Il se retrouve à la confluence des idéologies postcoloniales entre un capitalisme naissant et un communisme d'État. Il fait la queue pour la nourriture avec des tickets de rationnement, il voit la pauvreté. C'est un décentrement total pour un adolescent français. Et ce sentiment d'urgence face aux fractures sociales, il naît là-bas. Sa vision du monde passe de la verticalité des montagnes à la complexité horizontale des sociétés. Et cette vision va être à nouveau fracassée et approfondie par une épreuve beaucoup plus intime qui va donner tout son sens à la métaphore de la cordée. La cordée, avant d'être un concept pour lui, c'est une personne, son frère, Dominique. Dom, c'est avec lui qu'il apprend l'alpinisme, ils forment une paire improbable. Emmanuel, c'est le bon élève qui file en prépa puis à EHC. Et Dominique, c'est le rebelle, plus téméraire, qui claque la porte de la maison, qui devient ouvrier. L'escalade, c'est leur langage commun. C'est un lien qui se tisse dans le risque partagé. Il raconte ça avec beaucoup de tendresse, des souvenirs d'escalade où il n'était pas toujours certain que son frère en bas l'assurait correctement, ou s'il n'était pas plutôt en train de se rouler une cigarette. C'est une belle image. Il dit « ce qui nous reliait n'était pas toujours la corde. C'était autre chose, de bien plus profond. » Et puis un soir, alors qu'il est étudiant à Euchet, le téléphone sonne. C'est le point de bascule. Hmm. Son frère vient d'être interné en hôpital psychiatrique et le diagnostic tombe peu après, schizophrénie. À partir de ce moment, la vie d'Emmanuel Faber se scinde en deux. C'est ça, la double vie. D'un côté, il entame une carrière fulgurante dans la haute finance, un monde de rationalité, de performance, de chiffres. De l'autre, il plonge dans l'univers des hôpitaux psychiatriques, de la maladie mentale, de la fragilité la plus extrême. Le grand écart psychologique doit être inimaginable. Il passe de salles de marché survoltées à des visites où il retrouve son frère catatonique. On peine à imaginer. Son frère devient ce qu'il appelle son ancre, une connexion permanente et douloureuse à tout ce que son nouveau métier avait vocation à lui faire oublier. La précarité, la souffrance. Il y a cette anecdote qui est tellement poignante sur leurs appels téléphoniques. Dominique, qui était retourné vivre près des montagnes, l'appelait régulièrement. Et peu importe où Faber se trouvait. Peu importe. En réunion à New York, à l'hôtel à Singapour, Dominique ne parlait pas. Il posait simplement son téléphone près d'un torrent pour lui faire écouter le bruit de l'eau. Waouh! Et Faber conclut cette histoire par une phrase terrible de simplicité. Cet appel était mon urgence environnementale et sociale à la fois. Tout est dit. C'est cette histoire-là qu'il décide de raconter des années plus tard. Il est devenu directeur général de Danone et il est devant des centaines de jeunes diplômés de Esch, son ancienne école. C'est un moment de vulnérabilité assez inédit à ce niveau de pouvoir, clairement. Il leur parle de son frère, de la fragilité, et il les met en garde contre les trois mots qui les guettent: le pouvoir, l'argent et la gloire. Et la vidéo de ce discours devient virale. Elle touche des millions de personnes, parce qu'elle sort complètement du discours managérial convenu. Elle touche à l'universel. Mais on peut se demander comment ça a été perçu, pas par le grand public, mais en interne chez Danone ou par ses pairs du CAC 40. C'est une excellente question. Est-ce que cette transparence sur la fragilité est vue comme une force ou au contraire comme une faiblesse inquiétante pour un leader Porsche? Il ne le détaille pas, mais on peut imaginer que ça a dû en déstabiliser plus d'un. Mais pour lui, c'était une nécessité. Cette expérience vécue, c'est le carburant de son engagement. Et cette quête de cohérence va l'amener à prendre des décisions très concrètes, à commencer une longue démarche pour se délester. Oui, se délester. Lâcher du poids superflu comme un alpiniste avant une ascension difficile. Et ça commence de manière assez symbolique avec une voiture. Pas n'importe laquelle, hein. Ah non.
À 23 ans, avec son premier gros salaire, il s'achète une Lancia Delta intégrale, une bête de rallye, une icône de puissance. Le symbole est parfait. Mais il ne dure pas. Sa première fille naît et la poussette ne rentre pas dans le coffre. L'ultimatum de sa femme. Il vend la voiture. Et là, il prend une décision qui va guider beaucoup de ses choix futurs. Il décide que chaque voiture de fonction qu'il aura sera plus petite que la précédente. Et il s'y tient. Il passe de grosses berlines allemandes à une Clio, puis à une Zoé électrique à la fin. Ce n'est pas qu'une anecdote, c'est un acte managérial. Il raconte avec humour les regards interloqués des chauffeurs de l'Élysée quand il galait sa petite Zoé au milieu de leur flotte de berlines noires. On imagine la scène. C'est une image incroyablement parlante. Ça va au-delà du symbole écologique, c'est une remise en question des codes du pouvoir. Et ce cheminement sur la propriété continue. Il vit dans une immense maison à Ville d'Avray. Une fois ses enfants partis, au lieu de la vendre et d'empocher une plus-value colossale, Il la place dans une structure d'intérêt général, pour qu'elle devienne un lieu d'accueil pour des personnes de la rue. son rapport à l'argent devient de plus en plus distant. Il affirme que son seul bien immobilier, c'est un petit appartement dans un chalet à Saint-Véran, le plus haut village d'Europe, et qu'il le prête en permanence à des amis ou des associations. Mais le geste le plus radical, le plus spectaculaire, ça concerne sa propre rémunération de PDG. Là, on touche au cœur du réacteur. Il se bat pendant des années contre son conseil d'administration pour que son salaire n'augmente pas. Mais surtout, il décide de renoncer à sa retraite chapeau. C'est une provision que l'entreprise met de côté pour lui. On parle d'un montant d'environ 20 millions d'euros. Et il y renonce. Et sa justification est fondamentale. Ce n'est pas un acte de charité. Il ne dit pas « je n'en ai pas besoin ». Il dit « cet argent ne m'appartient pas ». C'est une nuance énorme. Pour lui, cette somme est un bien commun de l'entreprise. C'est de l'argent qui pourrait aller aux salariés, aux éleveurs, aux consommateurs. Il cite la tragédie des communs. C'est donc plus qu'un geste personnel, c'est une remise en cause de la notion même de rémunération des dirigeants. Totalement, il change le paradigme. Et concrètement, en y renonçant, ces 20 millions d'euros, ils retournent dans les profits de Danone et permettent entre autres de financer un programme mondial d'actionnariat pour les 100 000 salariés du groupe. C'est un alignement quasi parfait entre les convictions et les actes. La trajectoire qu'il décrit, c'est une tentative de transposer l'éthique de l'alpiniste au sommet du capitalisme mondial. Affronter le crux sans se dérober. Assurer la cordée en prenant soin de la fragilité, en redistribuant les ressources. Et ne laisser aucune trace, qui se traduit par ce détachement matériel. C'est une quête de cohérence poussée à un niveau extrême, presque jusqu'à la rupture, on le sait. Il a cherché à appliquer les leçons de la montagne et de son drame familial à un système qui, par nature, pousse souvent dans la direction opposée. L'accumulation, la compétition, l'oubli de la fragilité. Absolument. Et le livre ne se ferme pas sur le passé. D'ailleurs, la toute première phrase, c'est un appel, pas un constat. C'est vrai. Il écrit « Nous sommes au pied de la montagne. Nous avons 10 ans pour ouvrir une nouvelle voie et nous y engager tous ensemble. » Son analyse, ce n'est pas une simple rétrospective, c'est une invitation. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question en suspens. L'histoire de Faber est singulière, mais l'appel est universel. Oui, pour celles et ceux qui nous écoutent, dans leur propre environnement, qu'ils soient professionnels, associatifs ou familial, quelle est la nouvelle voie qu'il est urgent d'ouvrir? Et peut-être plus important encore, que signifierait aujourd'hui pour nous s'engager vraiment en cordée?